une production Girl Crush. La Minute Self-Care présentée par Karine Jonca. Je dois avouer, en ce moment, c'est notre semaine la plus intense de toute la sainte année. Donc, cette semaine, quand que j'ai envisagé ma semaine, j'étais comme, c'est vraiment important que je me garde justement des moments de self-care parce que sinon, je vais péter aux frettes. Quoi, je les ai mal mises? Non, c'est juste drôle. On les a pas mis du même sens. Nos petites patchs pour les yeux. Oui. Ah non, mais ça fait tellement du bien, là, genre. C'est froid, comme ça. Ouais. Non, ça rafraîchit le dessous du regard. Fait que, dis-moi, Cyn, c'est quoi un moment de self-care que tu t'es accordé cette semaine? Honnêtement, puis je pense que tu le sais déjà, dans les dernières semaines, j'ai commencé à m'entraîner. Puis ça me fait tellement du bien. Juste m'accorder ce petit moment-là, que ce soit comme un 15 minutes, 20 minutes, que ce soit 45 minutes, juste du temps, moi, avec moi-même, à bouger, que ce soit marcher, faire du Stairmaster. Pour moi, c'est comme, wow, ça me fait vraiment du bien. Je suis tellement fière de toi. Toi? Moi, dans le fond, c'était dimanche soir. Ben, c'est comme, je m'étais dit, quand je commençais la fin de semaine, j'étais comme, OK, il faut vraiment que je m'accorde un moment juste pour moi. Puis ça a été une fin de semaine quand même assez chargée. Puis là, je me suis dit, OK, je veux vraiment aller au spa seule. Oui. J'ai le Scandinave juste à côté de chez moi qui est comme à l'intérieur. Puis je sais pas, it just feels so cozy and nice. Fait que je me suis accordé cette soirée-là complète. Puis non seulement ça, je suis allée me magasiner un nouveau petit livre. Oh. Fait que juste avant, je me suis acheté mon nouveau petit livre. Puis là, je suis arrivée. Puis j'ai passé ma soirée au spa à lire mon livre. Puis j'étais comme, ça là, c'est un petit moment de self-care qui me fait juste tellement du bien. Fait Les que, meilleurs moments. C'est ça, mon petit moment. Puis là, définitivement, les soirs de semaine, j'adore me prendre des petits bains puis mettre ces patchs-là, justement, de Karine Jonca qu'on porte en ce moment, qui sont juste, comme on a dit, tellement rafraîchissantes. By the way, si vous voulez avoir un petit 15% de rabais sur leur site web, on a le code privé 15. Ouais, privé 15. C'est vraiment une belle entreprise québécoise qui sont disponibles dans plus de 1000 points de vente. Puis tous leurs produits sont honnêtement de tellement belle qualité. Puis on adore l'eau. Est-ce que oui, c'est ça. C'est le nom, c'est l'élixir de jeunesse de Karine Jonca. C'est incroyable. Ça donne vraiment de la fraîcheur. Moi, je le mets aussi avant d'appliquer mon maquillage. Ça me fait un vraiment beau maquillage qui tient vraiment plus, qui est plus glowy en fait. Vraiment plus d'hydratation. Puis même à la fin aussi. Puis juste pour comme remouiller ton visage quand ça devient un petit peu plus sec en journée. Okay. J'adore ça. Sinon, leur crème aussi, j'aime vraiment. C'est vraiment d'une belle qualité. C'est la crème Hydra Défense. Puis dans le fond, ça vient toujours avec un petit scoop comme ça. Fait que tu peux juste comme scooper puis te mettre la crème hydratante sur ton visage. C'est frais, hein? Oh my God, ça fait tellement... on dirait que je me rends compte que ma peau, depuis le début de la journée, est tellement... Puis là, je suis comme... En fond, ça dit que c'est une autre beauté 5 en 1. Booster d'éclat, tonifiant, hydratation intense, apaisant, défatigant et clair. Je te garantis que c'est défatigant parce que je me sentais, là, j'ai les cernes qui m'arrivent au menton en ce moment, fait que ça aide. Arrête de me faire rire, tu me fais enlever mes pattes. Bref, allez regarder ça sur le site web de Karine Jonca. Fait que là-dessus, bon épisode. Hello! Bienvenue dans un nouvel épisode d'En privé, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on reçoit une invitée que j'avais très, très, très hâte de recevoir au podcast parce que ça fait quelques années maintenant que j'ai le plaisir de la côtoyer. Puis c'est une personne avec qui j'ai toujours des discussions extrêmement enrichissantes. Puis je pense que vous allez triper parce qu'il s'agit de Tania Lapointe, qui est nulle autre que la productrice derrière Dune 2. C'est aussi une ancienne journaliste. Elle a aussi réalisé des documentaires. Puis c'est aussi une auteure de livres. Donc, elle porte de multiples chapeaux. Puis aujourd'hui, on passe au travers... tous nos questionnements. Honnêtement, c'est une personne tellement inspirante, généreuse, douce. Ça a été vraiment un plaisir. Je pense que vous allez dévorer comme nous l'épisode. Puis aujourd'hui, elle nous dévoile, entre autres, certains des plus gros behind the scenes derrière le film, certains des plus gros secrets derrière le film. Elle a été extrêmement généreuse de son temps et de ses conseils aussi, qui sont vraiment précieux. Puis, of course, aujourd'hui, on porte, comme d'habitude, du Girl Crush, la nouvelle dernière collection après-ski. Au moment où vous voyez ça, elle ne sait pas s'il en reste. C'est peut-être sold out. Ouais. Mais dans tous les cas, comme d'habitude, vous pouvez utiliser le code EPSVP15 sur le site web de Girl Crush pour magasiner. Puis sinon, bon épisode. Tania. Allô?
Bienvenue, merci tellement d'être avec nous aujourd'hui. Honnêtement, on a 1001 questions. Oui. Ça fait vraiment plaisir. Merci. Vraiment. C'est trop chouette. Merci de ton temps. Fait que, par où commencer? Je pense qu'on peut commencer par le commencement, c'est-à-dire, tu as commencé en tant que journaliste, puis ça, on en parlait en plus hier, du moment où est-ce que tu as comme fait un changement radical de carrière pour te diriger en fait vers le cinéma. Est-ce que c'est quelque chose que ça faisait longtemps que tu savais que tu voulais faire, ou est-ce que tu as commencé ta carrière puis tu étais journaliste puis tu pensais faire ça toute ta vie? Je pense que quand j'ai commencé à être journaliste, je me suis dit que c'était ça ma carrière. Ouais. Mais en même temps, j'avais fait du ballet classique pendant 20 ans où je m'étais dit, je vais faire ça toute ma vie. Donc, il y avait comme une petite porte dans mon esprit où je me disais, oui, pour la vie, mais... Ouais. Donc, il y avait un mais. Il y avait toujours un mais. Puis, moi, j'ai commencé, puis je faisais ma caméra, mon montage, je faisais de tout, de A à Z. C'est moi qui me filmais, donc je mettais un trépied à ma hauteur pour faire le foyer. Tu sais, vraiment, là, tout. J'ai appris à communiquer au même moment où j'apprenais la technique. Mm-hmm. Et puis, j'ai grandi pendant 15 ans dans le milieu. Et puis, à un moment donné, j'avais les meilleures affectations. J'allais aux Oscars, j'allais à Cannes, j'allais au Festival de Berlin. En tout cas, j'en passe, là, mais je vivais ma meilleure vie. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que je retournais dans des événements. Puis, je faisais, ah oui, mais je suis déjà passée par ici. Donc, c'est comme si, à un moment donné, j'ai eu soif de vivre autre chose, puis surtout de continuer à évoluer. Parce que je me disais, mais... si je sens déjà que je suis dans une routine, ça va durer comme ça longtemps. Donc, pour répondre à ta question, c'est oui, je pensais que ça allait durer longtemps, mais à un moment donné, je suis un peu venue à la réalisation qu'il fallait que je change pour continuer d'être bien, je pense. Mm-hmm. C'est quand même un gros saut. T'as jamais eu de regrets, là? Non, puis quand j'ai quitté, il y a des gens qui disaient « Hey, quel courage de quitter une permanence à Radio-Canada, une stabilité d'emploi. » Puis tout le monde me disait « Hey, t'as une job extraordinaire, tout le monde voudrait ta job. » Puis une partie de moi qui se disait « Mais est-ce que je manque de reconnaissance. De reconnaissance, oui. » Puis je me dis « Oui, mais même si c'est la meilleure job de journaliste culturel, à mon avis, au Canada, parce que justement, je couvrais, oui, le Québec, le Canada, puis je voyageais, je me disais mais si ça me satisfait pas, est-ce que je continue pas de le faire par ego? Tu sais, il y avait un peu de ça. Est-ce que je peux continuer à dire, je fais ce qu'on me dit est la meilleure job, mais moi, est-ce que j'ai un potentiel autre à exploiter? Mm-hmm. Puis je pense qu'il y a vraiment aussi un élément par rapport à comme la nouveauté. Il y a quelque chose de tellement excitant quand tu te lances dans une carrière, dans ta passion. Mm-hmm. Comme tout est nouveau, tout est à découvrir. C'est tellement excitant. Puis au fil des années, veux pas, on commence à s'y habituer. C'est comme l'habituation hédonique. Puis finalement, ce qui était initialement tellement excitant, ben ça commence à devenir la routine. Ouais. Puis on s'y fait. Fait que je sais pas si c'est une manière finalement de rester émerveillé. Il y a des gens qui restent dans leur même carrière, leur vie entière, mais on dirait, moi je vois ça puis je serais incapable de m'imaginer faire exactement la même chose ad vitam aeternam. Je me dis aïe, mais juste, admettons, si j'ai une année qui se ressemble trop à l'autre, je me dis, je suis en train de perdre une année de ma vie. Même des mois. Ouais, des semaines, peut-être, je te connais un peu. mais justement, je trouve qu'il y a un équilibre qui est difficile à trouver entre comme, vouloir bâtir quelque chose sur le long terme, parce que des fois, les choses prennent du temps à établir. Puis la satisfaction instantanée à laquelle on est habitué à travers nos vies, le monde de consommation dans lequel on est. Donc, on a toujours envie de nouveautés. Puis en même temps, des fois, tu te dis, mais est-ce que j'ai envie de nouveautés parce que j'ai peur ou est-ce que j'ai envie de nouveautés parce que je veux pas approfondir ce que je fais? Donc, c'est difficile des fois d'évaluer. Parce que moi, longtemps, j'ai voulu quitter Radio-Canada avant, dans mon poste, parce que je me disais, il n'y a plus d'opportunités. Puis à un moment donné, je me disais, non, mais je vais les créer, ces opportunités-là. Oui. J'ai réussi à les créer. Puis j'ai eu des patrons extraordinaires qui m'ont permis d'animer des émissions. Puis, mais à un moment donné, c'est comme là, je faisais comme, là, je sens qu'il n'y en a plus. Là. Il y a plus. J'avais atteint le bout de ma route à moi. Mais c'est ça. Des fois, le danger, c'est de dire, je veux du changement, puis je veux pas rester pris. Mais des fois, le durer un petit peu plus longtemps peut ouvrir une porte qu'on n'attendait pas dans ce qu'on a construit. 100%. Puis je pense qu'il faut pas résister au changement quand on le sent vraiment. Tu sais, le petit gut feeling qu'on parle. Tellement. Faut l'écouter, puis c'est vraiment ce qui ouvre les plus belles portes, de manifester vraiment ce qu'on veut. Ouais. On a ce privilège aussi.
Puis en ce moment, c'est ça, tu travailles sur Dune 2. Ouais. Puis, avant qu'on rentre vraiment dans ces détails-là, Cine, tu m'avais mentionné une question qui t'avait vraiment hâte de poser. Ouais. Je suis sûre que je suis pas la seule. Ça peut être une question un peu niaiseuse. C'est quoi la différence entre une productrice et une réalisatrice? Ça, c'est une bonne question. Parce qu'au cinéma, les gens savent ce que font les acteurs parce que c'est ceux qu'on voit. Exact. Mais même quand moi, j'ai commencé dans le monde du cinéma, j'essayais au-delà de ça, tout le monde, là, si on regarde un film, puis on retournait la caméra, puis on voyait l'armée de gens qui travaillent derrière, là, tous ces rôles-là, c'est un monde à découvrir, honnêtement. Mais pour répondre à ta question précisément, le rôle d'un réalisateur ou d'une réalisatrice, c'est vraiment d'avoir une vision pour raconter l'histoire. C'est la personne qui va décider des détails on met une plante là, on met un verre d'eau, Lucie à tel moment va poser elle va prendre la gorgée d'eau alors qu'elle va dire telle ligne. Le réalisateur ou la réalisatrice peut aussi être la personne qui a travaillé sur le scénario. Donc, c'est vraiment en plus l'articulation de la vision puis de l'histoire qu'on raconte. Une productrice, c'est quelqu'un qui gère la logistique, le budget, les relations. Ça peut être plusieurs choses parce qu'il y a des producteurs, productrices aussi qui financent les films. Aux États-Unis, plus qu'au Québec. Au Québec, c'est beaucoup des gens c'est des films qui sont subventionnés. Mais au Québec, les producteurs vont gérer l'argent qui va rentrer des différentes institutions pour faire en sorte que le film se produise. Donc, je dirais, réalisateur, réalisatrice, c'est gérer la création, puis s'assurer qu'au final, le film, puis la vision qui est portée, c'est l'œuvre de cette personne. Puis un producteur, c'est souvent une équipe de production avec 1, 2, 3, 4, 5 producteurs. Des fois, ça peut être 16 producteurs aux États-Unis qui ont différents rôles, mais qui s'assurent que le projet peut être réalisé dans un contexte financier, logistique donné. Donc, on peut avoir plusieurs producteurs, productrices, mais je dis une seule, mais là, depuis quelques années, il y a des fois des tandems de frères qui vont réaliser ensemble. Donc, ça, on voit ça, mais c'est plus exceptionnel. Normalement, c'est une personne qui fait la réalisation. Donc, pour ton rôle de productrice, c'est quoi les aptitudes tu trouves qui étaient en toi qui t'ont mené à ce rôle-là? Ben, c'est drôle parce que toutes mes aptitudes de journaliste, je trouve qu'elles sont transférables. Donc, il y a quelque chose dans la rigueur, dans l'efficacité, quand tu es journaliste, le bulletin de nouvelles est à 18h. Donc, il faut que tu arrives à 18h, puis que peu importe ce qui arrive, il faut que même l'impossible devienne possible. Puis c'est un peu ça aussi le travail d'un producteur qui dit, le réalisateur dit, moi, je veux un éléphant qui traverse ma scène. Ben, ta job, c'est de trouver un éléphant qui va traverser la scène. Et surtout... Really? Oui. Non. Ça dépend des budgets. C'est aussi peut-être la job du producteur de dire, t'auras pas d'éléphant. Tu peux avoir une projection d'éléphant, mais t'auras pas d'éléphant. C'est de voir le possible, l'impossible, de réaliser. Puis de voir aussi, de réaliser la vision d'un artiste, mais aussi de voir qu'est-ce qui est... des fois, ça vaut peut-être la peine d'investir de l'argent pour avoir j'utilise l'image de l'éléphant. Oui. Ouais. Mais c'est quelque chose de concret où tu fais comme l'impact de cet éléphant. C'est toute la stratégie, je dirais, parce que tu dis, si j'ai eu un vrai éléphant, je peux faire mon marketing autour du fait qu'on a tourné dans tel pays, dans tel contexte, qu'on a fait venir l'éléphant en container. Je sais pas, là, je connais pas, j'ai jamais travaillé. mais tout ça ça fait partie d'un big picture, c'est vraiment. Alors que l'artiste, lui, le réalisateur, la réalisatrice se dit, ben moi, dans mon histoire, c'est la symbolique est justifiée de manière plus spirituelle, artistique, poétique. Donc, c'est comme deux langages. Puis, pour répondre à ta question, c'est qu'il faut avoir ces deux côtés-là. Je pense que vous, dans ce que vous faites, c'est la même chose. Oui, c'est ça, vraiment. Une parallèle. Ben oui, parce que vous devez penser au budget, mais vous devez en même temps avoir votre vision artistique, une vision d'avenir, comment vous allez faire le marketing. Donc, il y a en fait plein de parallèles entre c'est ça, la création d'un film, la création d'une ligne de vêtements. Vraiment. Oui, puis je pense que, si on l'apporte au milieu des affaires, j'imagine que les producteurs, ça pourrait être l'équivalent un peu comme des actionnaires, quasiment. Puis après ça, le réalisateur, ça serait comme le CEO. À moins que le réalisateur soit plus comme le creative director. Ouais. Puis après ça, les producteurs, ça serait les C-level executives, genre. Ouais. Quelque chose comme ça.
Ouais, c'est ça qui gère. Puis je dirais que nous, on travaille avec des studios, un studio en particulier où tu as un CEO qui, lui, gère la business du studio. Mais et qui a tout avantage à ce qu'un film ait un succès parce que ça augmente la valeur de sa compagnie. Mais les producteurs, c'est pas des gens qui sont... C'est ça, c'est qu'il y a comme une différence entre la business du studio et la business du film. C'est comme si chaque film, c'est une différente collection. OK. Je sais pas si... Oui. J'adore qu'on essaie de se parler en langage. D'affaires. D'affaires. Okay. Oui, parce que vous avez la compagnie, mais chacune de vos saisons ou collections, c'est ça, c'est un projet que tu as une vision, vous avez une thématique, vous allez au bout de ça, vous faites la mise en marché, puis après ça, vous voyez la réaction, puis à partir de la réaction de vos clients, vous dites, OK, comment on fait le prochain? Nous, Denis, en tant que réalisateur, il fait un film qui reflète sa vision, mais lui, il n'est pas capable de... Pas qu'il n'est pas capable, mais il ne crée pas en se disant « Ah, le monde va aimer ça ou pas. C'est une démarche qui doit être différente, qui doit être indépendante, parce que sinon, ça peut être paralysant. Ouais. Puis peut-être que vous aussi, en fait, vous dites, on ne peut pas juste penser à ce que nos clients ou clientes veulent. Il faut comme les surprendre, il faut les amener ailleurs. Donc, je trouve que c'est au final un peu castrant si on pense trop à ce que les clientes vont aimer. Exact. Parce qu'au final, ça fait en sorte que tu tombes dans cette espèce de dynamique où est-ce que tu veux tout le temps juste créer pour plaire. Puis au final, tu deviens de plus en plus déconnecté à tes créations. Puis au final, tu n'es plus nécessairement tant fier que ça parce que ça n'aura pas été né juste d'un acte créatif. Inspiré. Ça devient plus transactionnel. C'est le danger. Puis c'est la différence, je dirais, entre le cinéma américain puis le cinéma au Québec, où le cinéma américain hollywoodien spécifiquement, c'est des films où il y a beaucoup d'argent qui est investi dans un objectif de rentabilité. Alors qu'au Québec, c'est des projets qui sont subventionnés majoritairement au public. L'objectif, c'est pas de faire de l'argent. L'objectif, c'est de faire rayonner notre culture, des voix de créateurs de chez nous. C'est vraiment parce qu'on n'a aussi pas le même bassin. Les films américains voyagent partout dans le monde, puis tu peux faire $1 milliard, comme Barbie, par exemple, ou je nomme Barbie, parce que c'est peut-être l'exemple le plus marquant des dernières années, là, mais c'est ça. Donc, c'est la différence aussi entre les deux différents marchés ou territoires. Avais-tu travaillé sur un plateau au Québec avant de te rendre sur un plateau américain? En tant que journaliste, j'avais visité. Donc, j'allais faire des entrevues, mais j'y allais pendant comme un après-midi, 2 heures. Donc, j'avais un regard très superficiel parce que j'avais pas vécu ce que c'est de vivre sur un plateau pendant... j'essaie de penser... J'étais allée sur le plateau... Donc, pour répondre à ta question, ma première vraie expérience, c'est un film américain. Donc, c'était Arrival. Puis, j'avais pris des vacances de Radio-Canada, puis je passais le plus de temps possible. Le film était tourné à Montréal, puis à Rimouski, près du Bic. Puis... Puis donc, j'étais comme je tripais, là, j'observais autant puis que je pouvais. Puis ça a un peu mené, en fait, à cette collaboration avec Denis parce que c'est comme j'observais les dynamiques puis je voyais de l'intérieur, en le connaissant, je me disais, tu sais, comment moi je pourrais contribuer à son processus pour le soutenir dans sa création. Puis après ça, j'ai travaillé, le premier film sur lequel j'ai travaillé de manière officielle, c'était Blade Runner 2049, qui est un tournage de 100 jours. J'ai fait comme, c'est ça, c'est comme 100 jours. Est-ce que c'est de suite? C'est 100 jours de tournage. Donc, des fois, tu as des week-ends. Là. Donc, c'était, je pense, 4-5 mois de tournage. Wow. Ouais, c'est ça, tu te rends compte. Ça, c'était à Budapest. OK. En fait, les 3 derniers films qu'on a fait, on les a tournés à Budapest. Sauf, évidemment, Dune, où on a aussi tourné dans le désert. Donc, on est sorti de Budapest pour aller dans le sable. Clairement, ça serait... Quand tu es arrivé dans les studios à Budapest, c'était comment? Parce que j'en ai quand même entendu parler. Qu'apparemment, c'est des studios qui font comme quasiment 1 kilomètre de long, tu sais. On dirait que je peux même pas imaginer à quoi ça ressemble un bâtiment aussi immense. Je suis très mauvaise dans les grandeurs, mais c'est gigantesque. C'est comme un aréna dans lequel il y avait construit des édifices grandeur nature. Puis c'est comme rentrer dans un rêve parce que c'est un monde qui a été créé de toutes pièces.
Puis nous, moi, ce qui m'a fasciné, qui me fascine encore, c'est qu'avant de construire, évidemment, il y a des plans, des illustrations, on appelle ça du concept art, des illustrations de concept qui nous donnent une idée de ce que ça va donner. Mais Denis, avec les équipes avec qui il travaille, c'est qu'ils réussissent à transposer ce qu'on voit dans une image à la vraie vie. Puis moi, à chaque fois, je fais, mais voyons donc. C'est comme si... Puis c'est pour ça que je dis, c'est comme entrer dans un rêve, parce que longtemps, on voit des illustrations, puis un jour, on arrive sur le plateau, tout est éclairé, puis tu rentres dans l'histoire. Puis Denis, je pense que c'est le cas de plusieurs réalisateurs et réalisatrices, mais Denis insiste beaucoup pour être le plus possible dans des vrais environnements plutôt que devant des écrans verts où là, t'as pas d'environnement auquel tu peux réagir. Donc, même en tant qu'équipe de tournage, même si t'es pas devant l'écran, t'es comme porté par quelque chose dans lequel tu peux croire. Donc, ça doit être quand même fou d'assister là en tant que productrice puis de voir ce que tu as produit, te travailler, te permis que ce soit possible. C'est... Mais le décor, moi, je pense juste au processus, à quel point ça va être compliqué de construire quelque chose comme ça. Nous, on fait juste ouvrir des petits magasins permanents pour moi pour peinturer la devanture Baby Blue, puis on est en train de courir partout comme des poules pas de tête. Fait que, tu sais, là, de comme construire ce monde qui est finalement, fictif, combien de temps d'avance ces équipes-là, mettons, ils commencent? Puis est-ce que vous êtes impliqués dans vraiment la construction de tous ces éléments-là? Parce qu'au final, c'est tellement de petits éléments pour créer le film. Est-ce que... Je peux pas croire que vous êtes vraiment là-dedans dans chacune de ces étapes-là. Ça doit être quand même vraiment demandant. Mais c'est vraiment... Puis mon expérience, comme je disais, est aux États-Unis. C'est très hiérarchique. Donc, au niveau de cette pyramide, il y a Denis qui, lui, arrive avec sa vision. Comme je dis, il développe chacune de ces illustrations-là de design, puis approuve, surtout en science-fiction, contrairement à un film qui serait basé dans la vraie vie, c'est que si tu as une poignée de porte ou si tu as un mobilier, tu peux pas juste aller l'acheter. C'est le futur. Donc, Denis réinvente la poignée de porte, le mobilier. Donc, tout est fait à partir de rien. Puis ça a été le cas pour les deux dunes, parce que là, on est en 10 091. On est dans une projection complètement détachée de nos réalités. Puis, dans le fond, c'est un effet domino. Donc, Denis, qui travaille avec Patrice Vermette, qui est un autre Montréalais, qui connaît Denis, qui travaille depuis toujours ensemble, il connaît sa vision, donc lui a son équipe. Et puis là, il délègue la construction. C'est chouette en fait, parce qu'on travaille avec plusieurs Montréalais. Il y a, Patrice amène toujours Serge. Serge, c'est le peintre. Serge, lui, il va être sur un plateau, puis il va savoir que le jaune est trop jaune. Ou c'est vraiment, tout est dans la nuance, parce que, vous le savez, l'impact de la couleur, par exemple. Si une couleur est trop chaude ou trop froide, ça va créer un tout autre sentiment. Je veux dire, c'est scientifique, là. Puis donc, il est déjà arrivé où c'était dans une scène à l'intérieur de la maison des Atreides, quand ils arrivent sur Arrakis, si vous avez vu le film, où les murs doivent faire écho au sable du désert. Mais Denis est arrivé puis il a dit « Ah non, c'est trop jaune ». Mais c'est gigantesque. C'est gigantesque comme espace. Puis on tournait, je pense, la semaine d'après. Puis Patrice dit « Pas de problème ». Mais c'est pas ni Patrice ni moi qui sommes allés peinturer les murs. Une armée. Serge et son équipe. Parce que c'est ça. Donc, Serge, lui, va superviser une équipe. Donc, c'est ça. Il y a des paliers pour s'assurer que ça prend des armées. C'est trop gros. Parce qu'on a... je sais pas, sur le dernier film, on avait 20 plateaux qui roulent, qui étaient soit en construction ou en déconstruction. Donc, on tourne. Pendant ce temps-là, il y a un plateau qui est en train d'être terminé. Il y en a un autre qui est en construction. On finit ce plateau-ci, il faut le démolir. Puis on passe, puis pendant ce temps-là, ils vont reconstruire un autre plateau. Pourquoi ils doivent être démolis? Ben, parce que c'est des espaces loués. Et donc, il faut passer à autre chose. Des fois, c'est crève-cœur, honnêtement. Parce que c'est des environnements magiques. Il y a une scène où il y avait créé un lac intérieur. C'était une piscine où tu as la réflexion. C'est où est-ce que quand ça breuve c'est comme l'eau du... c'est quand... bleu.
Le poison, il y avait ça, oui, c'est vrai, ça, c'était plus Ouais. petit. Mais à un moment donné, il y a le personnage incarné par Javier Bardem puis Rebecca Ferguson, où elle se rend compte que sur cette planète où supposément il n'y a pas d'eau, que finalement, ils conservent de l'eau secrètement, de l'eau sacrée. Puis ça a été construit de toutes pièces. Mais c'était incroyable. Mais après, ce studio-là doit servir à autre chose. Donc, on vide l'eau, puis on... C'est quand même éphémère. Mais là, ma question, c'est, ça serait-tu moins cher d'avoir des écrans verts, justement? Ou des effets spéciaux plutôt que de le créer, ou c'est le côté qu'on veut, qu'on cherche le côté artistique plus... C'est une excellente question parce que ça peut être oui et ça peut être non. C'est-à-dire qu'il y a des films où souvent on dit on va corriger ça ou on va faire ça en post-production. Sauf que les coûts requis pour la post-production, c'est pas donné non plus. Cela dit, la technologie continue toujours d'évoluer, donc peut-être qu'avec le temps, les coûts vont diminuer pour la post-production. Mais souvent, je me souviens à un moment donné, il y avait des flaques d'eau sur un plateau, puis un des collègues dit en anglais, il dit « We'll fix it in post ». Ça, c'est la phrase que je déteste le plus. Là. Ah ouais? On repousse à plus tard. Puis moi, j'ai dit, c'est parce que ce que tu sais pas, c'est qu'un jour, on va être en post-production. Donc, une fois que le tournage est terminé, on va regarder les images complétées, mais qu'on doit améliorer. Puis on va se rendre compte que non seulement il y a une flaque là, il y a un problème là, il y a un truc là, il y a toujours autre chose qui se révèle à l'écran. Donc, en ce moment, c'est de trouver l'équilibre entre qu'est-ce qui est... moins coûteux, c'est de le faire en vrai ou de le faire en post-production. Puis quand on veut créer de l'immensité, des fois, c'est que tu peux le créer en image virtuelle, mais ça se ressentira pas. Puis c'est souvent le rapport à la lumière, parce que la lumière va rebondir dans votre décor, par exemple, là, on voit, c'est un grand mur. Si c'est un écran vert, oui, on pourrait avoir la même image, mais on n'aurait pas la même chaleur, on n'aurait pas le même bande, c'est ça, le blanc ou la lumière en privé, s'il vous plaît, qui reflète sur nous. Donc, c'est de trouver l'équilibre entre les éléments réels qui vont créer un sentiment d'intimité versus la technologie qui aspire un petit peu l'âme de tout ça, des fois. Ah, j'aime ça. Puis c'était quoi la chose que, quand tu as mis le pied, mettons, sur le plateau de Blade Runner, c'est quoi la chose qui t'a le plus surpris? Est-ce que tu t'en rappelles exactement? Tu t'es dit comme, wow. Ou même sur le premier plateau de Dune? En fait, moi, je me pince toujours. Peu importe le nombre de films, il y a comme une espèce de... Tu sais, je suis consciente que c'est un privilège d'être là. Puis je pense que c'est le niveau de... Parce que des fois, j'entends « oui, c'est comme des camps de vacances. Tu sais, on est comme au camp, tout le monde, au final, on s'aime, puis on est connecté pour la vie. » Oui, on est connecté pour la vie, mais c'est du travail. Moi, je pense que c'est ça. C'est le niveau de précision des équipes, de présence aussi. Si quelqu'un a besoin d'un accessoire, là, des fois, comme la personne fait juste... Puis l'accessoire arrive. Tu sais, tout le monde est vraiment là... Prêt. Ouais, c'est ça. C'est un niveau de rigueur, là, où tout le monde est en train d'être au-devant des coûts. C'est qu'à ce niveau-là, ça coûte des centaines de milliers de dollars par jour pour une journée de tournage. Donc, tu peux pas dire comme « il est où l'accessoire? Je vais aller le chercher. Je le trouve pas. On l'a-tu mis dans la caisse en arrière? » C'est loin. Non. Oui, c'est ça. J'entends ça très comme, efficace. Comment est-ce qu'on peut s'inspirer de ça puis avoir plus de gens. Oui. Honnêtement, je pense que le secret là, pour comme, réussir ces productions-là, c'est d'avoir beaucoup de gens qui sont vraiment investis dans leur rôle. Ça doit être fun aussi de voir d'autres rôles, justement, tu sais, les costumes, tout ça, puis de pas être celle, tu sais, la professionnelle là-dedans. On dirait que moi, je m'inspirais de tout ça. C'est vraiment cool. Puis est-ce que ça t'a intimidé les premières fois que t'es arrivée là? Ça m'intimide encore. Ouais. Des fois, je me dis, mais là, Tania, reviens-en. Mais il y a vraiment... ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai commencé comme assistante. Puis ce qui est le fun dans le monde du cinéma, c'est qu'il y a beaucoup ce rapport à la transmission des connaissances puis à vouloir faire en sorte que les gens évoluent dans le milieu. Il y a d'autres milieux où c'est comme tu fais un truc puis tu restes dans cette case-là toute ta vie. Il n'y a pas la possibilité de grandir. Alors que dans le monde du cinéma, il y a plutôt aux États-Unis, je ne sais pas au Québec, mais un désir de faire avancer puis évoluer les gens. Donc,
moi, quand j'ai commencé, j'étais l'assistante de Denis, mais je me disais, hey, moi, je veux tout apprendre. Puis, c'est ce que j'ai fait. Et puis, je suis devenue un peu la tour de contrôle pour les équipes. Les gens disaient, on veut parler à Denis, mais on veut pas le déranger, puis il est super sollicité. Donc là, moi, je suis devenue un peu la courroie de transmission. Puis c'est comme ça, mon rôle a évolué, ça s'est fait de manière organique. Mais en même temps, quand j'arrive sur le plateau, je trouve qu'il y a quelque chose de tellement sacré dans, tu sais, quand les acteurs sont sur scène, dans leur costume, puis Denis travaille avec eux, moi, je me sens comme, tu sais, je longe les murs. Tu sais, je veux tellement pas interrompre le processus de création des acteurs, des actrices, parce qu'il y a des acteurs qui sont comme « Hey, Tania, high five! » Puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus intérieurs, qui ont besoin de protéger leur concentration, leur focus. Donc moi, je me sens encore un petit peu comme un chien dans un jeu de quilles par moment. Je suis comme « OK, je veux juste comme faire mon travail dans le plus grand respect de tout le monde. » Puis tout le monde a son processus. Donc c'est un peu faux. Puis je pense que l'autre chose, c'est qu'il y a plein de règles non écrites que j'ai comme appris en cours de route. Puis comme quoi? Ouais. Des règles non écrites dans le cinéma. C'est des trucs tellement subtils. Puis c'est que once you know, là. Ouais. Donc, puis après, tu fais, c'est quoi donc l'affaire? Mais il y a comme des... J'ai déjà entendu parler que certains acteurs, mettons, veulent pas se faire regarder dans les yeux. Comme ça, c'est vrai. Ah, ben c'est juste une rumeur. Moi, j'ai ça de même, là. Je dirais qu'une des règles, peut-être, qui est universelle, c'est de ne pas être dans le highline. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est... Il y a sûrement un beau terme en français, je suis désolée, je le connais pas. Mais disons que vous aviez une équipe de tournage derrière vous. Moi, je voudrais que personne soit dans mon champ de vision. Ah! Donc... Ouais. Puis même s'il y a des techniciens qui doivent être là parce qu'ils tiennent une lumière, le technicien va se tourner pour faire dos, pour pas que l'acteur ait l'impression qu'il fait une performance que ce soit un technicien ou une productrice, mais pour protéger l'univers puis l'intimité du plateau. Parce que c'est ça je pense qu'on n'est pas dans le monde du cinéma, c'est que on oublie que derrière le moment d'intimité, il y a votre collègue, comment il s'appelle? Oui. Oui. Mike. J'ai au dépourvu. Non, mais Mike, tu sais qu'on sait ton nom. Je suis désolée. Non, mais j'ai brisé le 4e mur. C'est ça que j'essaie de dire. On a preuve à l'appui. On peut plus monter ce moment. C'est tellement drôle. Non, regarde, c'est drôle. Non, moi, ce qui m'a pris au dépourvu, c'est quand t'as regardé puis t'étais de même. Non, mais les filles. Ça fait genre 1 an et demi qu'on travaille ensemble. Donc, Mike fait partie de cet univers-là qu'on voit pas. Puis, c'est vrai. Mais c'est ça, c'est le fameux 4e mur. Puis moi, c'est ça qui me fascine toujours. C'est tout ce qu'on voit pas de l'autre côté de la caméra. OK, c'est une règle non écrite que j'aurais pas imaginée. Ouais. Mais est-ce que les acteurs ou même n'importe qui sur le plateau ont des fois des superstitions, justement, comme ne pas les regarder dans les yeux, qu'on doit savoir, puis que vous, dans le sens que l'équipe doit savoir et respecter? Je pense que les acteurs réputés, il y a des choses qui se savent comme un peu... de réputation. Mais les acteurs avec qui on a travaillé, on n'a pas vécu de règles spécifiques. Mais je dirais que, comme dans Blade Runner 2049, on a travaillé avec Jared Leto, qui joue un personnage aveugle. Et lui, il portait des lentilles qui obstruaient complètement sa vision pour qu'il puisse jouer dans la vérité. Donc, lui arrivait sur le plateau, puis il voyait rien. Tu sais, il attendait pas à la dernière minute. Lui, il voulait vivre son personnage du moment qu'il quittait son trailer jusqu'au plateau. Sur le plateau, évidemment, il était en personnage. Donc, puis quand après ça, on le voyait en fin de journée, il portait ses vêtements, on retrouvait Jared Leto. Mais lui, c'était sa démarche. Puis c'est ça, c'est différent à différents degrés. Il y en a d'autres qui vont être, oui, en personnage, mais pas complètement. Tu peux quand même avoir une conversation avec l'acteur ou l'actrice. Puis il y en a d'autres que tu sens que c'est plus intérieur. Puis je pense aussi que ça dépend de certains rôles. Il y a des scènes qui sont plus difficiles. Puis tu fais comme, aujourd'hui, je pense que je vais laisser... Tu le sens dans l'énergie qu'il faut comme... te garder une distance. C'est une belle attitude d'être capable de reconnaître ça aussi, tu sais, pour les personnes derrière la caméra, de OK, aujourd'hui, je vais prendre un petit peu plus
Ouais. ma place. Puis, pour rentrer un petit peu plus dans ce genre de secret un peu de tournage, behind the scene, la scène avec le verre dans Dune 2, Oui. cette scène-là, comment que ça s'est passé à exécuter ça? Parce que, Ah oui. je sais que la scène, elle a pris 3 mois à tourner. 3 mois? Ouais. 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 Fait que- Mais c'est une incroyable scène. ouais, c'est comme vraiment, j'avais des frissons, là. Tantôt, on parlait d'un éléphant, le verre, C'est un peu ça, là. Comment C'est comme pire. C'est ça. Fait que comment exécuter ça, tu sais, c'est... Ben, ça, c'était intéressant parce qu'il y avait personne qui avait. Je veux dire, ça a été écrit à l'origine par Frank Herbert en 1965 dans un livre que Paul Atreides, le personnage, va comme un peu comme embarquer sur un cheval. Ouais. Tu sais, on sait comment filmer quelqu'un qui se promène sur un cheval. Ouais. Là, comment faire pour quelqu'un qui prend des crochets Mais c'est- ouais. ouais, pour être sur un verre des sables gigantesque. Puis l'avantage, c'est que dans Dune 1, Denis avait déjà développé l'anatomie du verre de sable. Donc, on savait grosso modo ça allait avoir l'air de quoi. Mais Denis a dû inventer toute la technologie puis la technique. OK, lui, il disait, OK, ben tu cours d'une dune, puis t'appelles ton verre de sable, puis quand le verre de sable traverse la dune, tu sautes sur ton verre des sables. Tout ça est bien beau à l'écrit, mais après, quand tu arrives sur un plateau, tu fais, mais comment? Puis tu as tout à fait raison, ça a pris des mois à tourner parce que on était vraiment en train de tester la réalité de cet univers-là. Moi, je travaillais sur l'équipe qu'on appelait le Worm Unit, donc l'équipe des vers. Non, oui. Ouais, puis on avait, on faisait, chaque plan prenait entre 2 heures à 1 semaine. Donc, il y a un plan dans cette séquence-là qui dure probablement, 10-15 secondes, qui a pris 1 semaine à réaliser. Wow. Parce que ça requiert une technologie particulière. Puis là, ça prenait du sable qui était lancé d'une certaine façon, avec un éclairage, puis que tous les éléments, on jouait avec le rapport à la gravité. Mm-hmm. Donc, il y avait toute une coordination du jeu, de la caméra, puis de tous ces effets-là. Donc, il y avait 5 différentes équipes qui travaillaient pour le moment magique qui est arrivé une fois un vendredi soir à, je pense, 19h. On a fait... Puis est-ce que tout le monde le sait que c'était le moment magique quand ça se Denis était là parce que lui a approuvé chacun des plans. Puis quand il a dit « Oh là! » Ça a été comme une célébration de ce moment-là. Mais c'était vraiment de décortiquer la scène pour tourner sous un vrai soleil pour qu'après ça, on puisse transposer un désert puis qu'on ait l'impression que Paul Atreides est sur le désert d'Arrakis. Mais c'est ça. Pendant 2 mois, à Budapest, on a tourné sous le soleil de l'été. Ouais, Est-ce que c'était toujours à la même heure? En fait, ce qu'on avait, c'est qu'on avait une plateforme qui ressemblait au verre, à la peau du verre. Puis on bougeait, on orientait cette plateforme-là en fonction du soleil. Donc, on tournait toujours avec le soleil en arrière-plan. Donc, il y avait toujours le soleil, puis là, si le soleil bougeait, on tournait notre plateforme. Donc, ça donnait tout le temps l'impression qu'on était au même moment de la journée. Oui. Parce qu'on trichait l'orientation, puis le soleil restait toujours dans le même angle. C'est tous ces détails-là. Qui aurait cru qu'on pouvait contrôler, avoir un contrôle en lien avec le soleil et la température? Ouais. Donc, ça a vraiment pris. La première réunion qu'on a eue là-dessus, c'était en février. On a commencé à tourner en juin jusqu'à la fin juillet. Et puis, on a tourné encore en octobre-décembre, octobre-novembre à Abu Dhabi, une fois rendu dans le désert, certaines scènes principales. C'est vraiment un exploit. Mais quand j'entends ça, je me dis juste comme le niveau de patience que tous les membres de l'équipe, mettons tout le Worm Unit doit avoir parce que au final, en soi, une journée, mettons, typique dans ce processus-là de tourner cette scène-là, est-ce que vous répétiez les mêmes actions toute la journée ou comme c'était comme vous saviez que vous avez comme une fenêtre de 2 heures avec le soleil ou comment que ça se passait? C'était répétitif? Ou? On avait un gaffer. Nouveau mot. Donc, le gaffer, il s'occupe soit de vérifier le soleil dans notre cas ou qui va s'assurer de gérer l'éclairage sur un plateau. Mais lui, il avait une lentille particulière. Il regardait les nuages. Puis s'il y avait un passage nuageux, il nous disait, OK, dans 7 minutes, vous allez avoir du soleil.
Et donc, on se préparait, puis on disait, OK, tout le monde, vous êtes prêts? On va avoir 5 minutes de soleil. Puis on tournait pendant les 5 minutes la scène en particulier. Heureusement, on a été vraiment chanceux parce que ça a été principalement ensoleillé. Mais chaque soir, on se disait, OK, demain, on tourne 3 plans. Ça va être ça. Mais ça devient jamais plate. Ça devient jamais... tu deviens jamais... t'es tellement investi. Ouais. Puis les enjeux, c'est comme... Si tu l'as pas, c'est comme tu peux pas juste te dire, tant pis. Ouais. Donc, il y a une pression énorme d'accomplir quelque chose qui... Moi, je me suis rendu compte à un moment donné que si on faisait un plan puis que je ressentais une adrénaline, je disais, OK, là, on l'a. Mais comment tu fais ça? Il n'y a comme pas de recette. Ouais. Puis, mais c'est la même chose pour vous en création. À quel moment est-ce que vous faites un design puis vous faites, hey, ça me fait vibrer, ça, je tripe, ça, j'ai envie de porter ma création. Ouais. Là, c'est autre chose. Puis dans le cas du verre des sables, je transposais la vision de Denis. Donc, Denis et moi, on se parlait tout le temps. J'étais là, OK, le plan, t'es heureux? Puis au final, c'est lui qui a approuvé chacun des plans. Mais je savais qu'elle allait aimer un plan quand moi, je sentais qu'il y avait une vibration, là. J'ai une question technique. C'est quoi la différence entre un plan et une séquence? Un plan, les deux peuvent être semblables. Donc, une séquence, ça peut être... Il y a des films où tu as un plan séquence. Donc, c'est un plan qui continue. Donc, disons, on nous filme, on arrive ici, la caméra nous suit, on s'assoit. Il n'y a jamais de coupure. Donc ça, c'est un plan séquence. Puis ça, c'est toujours extraordinaire parce que ça requiert une logistique, une chorégraphie, autant pour les gens qui sont devant la caméra que ceux qui sont derrière, qui se promènent avec le micro, qui essaient de faire en sorte qu'ils captent tout sans qu'on sente la technique devant l'écran. Puis un plan tout court, ça peut être un plan rapproché de ton visage. Ça peut être toi qui prends ta tasse. Mais c'est le plan du début, du moment où tu vois l'image au moment où ça coupe. OK, merci. Est-ce que ça répond à... Oui, ça répond parfaitement. Donc là, je comprends que quand il y a eu 3 plans à un certain moment, c'était... C'est ça. Puis tes plans mènent à créer... puis tu peux avoir plusieurs plans qui mènent aussi à une séquence parce que tu peux avoir comme... là, on tombe vraiment dans la Puis après, ça devient une scène. Exact. Bon, je comprends. Compris. Oui, on est sur la même longueur d'onde. C'est fou. Puis dans le fond, c'est ça, cette scène-là, c'est toi qui étais réalisatrice de la scène, dans le fond? Oui, c'est ça. Ça prenait quelqu'un qui connaissait la vision de Denis, la sensibilité de Denis, qui partage un peu la même mentalité. Puis ça fait tellement longtemps qu'on travaille ensemble. Puis encore une fois, je fais un parallèle avec vous parce que vous avez une sensibilité. Je suis sûre que des fois, vous n'avez même pas besoin de vous parler, que vous savez. Mais dans mon cas... On voit quelque chose, puis on est capable de savoir que l'autre l'aime. Oui, c'est ça. Ou que ça, non. Dans mon cas, c'est Denis, au final, que moi, je sais vers où on va, mais dans le cas où, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, où la personne, au final, c'est sa vision à lui, c'est le film de Denis Villeneuve. C'est comme ça que le film est présenté, c'est comme ça qu'il est célébré. Souvent, les gens vont voir un film parce que c'est de Denis Villeneuve. Donc, au final, c'est sa vision. Donc, moi, je me référais toujours à lui. Puis c'était ça l'entente, que c'est lui qui approuvait le plan. Puis on passait au suivant uniquement quand Denis avait dit « c'est bon ». Ouais. OK, puis il y a un autre plan, séquence, là, je te retrouve mais segment que je suis vraiment intriguée à savoir comment ça s'est passé. Je pense que c'est comme plus dans les débuts où est-ce que les Harkonnen, ou en tout cas les méchants, puis ils se mettent à comme léviter. Ouais. Puis là, ils arrivent au sommet de cette espèce de pilier dans le désert, tu sais. Mais ça, c'était pas du CGI. C'était un mélange un peu des deux. Ouais. Il y a beaucoup d'éléments réels avec l'aide justement des effets visuels. Puis on essaie de des fois partager un peu, de protéger le mystère du cinéma, mais je vais vous le dire. Donc, mais on a filmé l'idée que Denis avait eue, c'est que les Harkonnen, qui sont les méchants dans le fond dans le deuxième film et le premier, c'est que ils ont un système antigravité qui leur permet de se donner un élan pour sauter et rester en suspens, mais qui doivent se donner un élan pour continuer à avancer. Un peu comme en plongée, là. Si tu es sous l'eau, à un moment donné, si tu te donnes pas un élan, tu restes sur place. Donc, il y avait cette notion qu'il fallait que
le travail qu'on faisait avec les cascadeurs, c'est que oui, ils montaient, mais c'était pas juste tu les tires de manière continue. Il fallait créer ce mouvement où ils montent. Puis là, il arrive à une roche, puis ça donne l'impression qu'ils se donnent un élan. Puis là, tu as les gens derrière, derrière la caméra qui tirent au bon moment. Donc, il y avait toute une chorégraphie, mais ils ont vraiment été... il y a certains plans où on les a vraiment filmés sur des... justement sur des systèmes de poulies. Puis après coup, c'est pour ça que je dis qu'on a de l'aide des effets visuels, parce qu'on efface non seulement le film, mais aussi le reflet du film. Parce que je me suis à un moment donné, le plan est bon. Puis à un moment donné, je me rends compte qu'on voit l'ombre du film. Je fais comme, ça défait un petit peu l'image, mais il faut vraiment avoir ce regard-là, parce que c'est ce genre d'affaire qui peut complètement défaire la magie d'une scène, alors qu'il y a d'autres plans généraux où il y a plusieurs Harkonnen qui montent puis on n'avait pas. C'est là où, en fait, ça valait pas la peine de monter 50 Harkonnen. Là, tu dis, on va le faire en effet visuel. Mais ça, c'était quand même un plan qui était fait aussi à l'extérieur. Ouais. On était dans le désert. C'est une grue. Ouais. Donc, chaud. Puis, en fait, cette scène-là du début, qui est comme cette teinte orange, a été tournée en Hongrie. En partie Non, je pense que cette scène-là a été tournée en Jordanie, puis à Abu Dhabi, dans le désert d'Abu Dhabi, mais dans 12 lieux différents. Parce qu'il n'y avait pas un lieu qui englobait toutes les caractéristiques pour raconter l'histoire. Donc, les 10 premières minutes du film... tu t'en rends pas compte. Mais puis moi, des fois, je regarde le film, je me dis, OK, là, on est en Jordanie, là, on est en telle location à Abu Dhabi. Puis à un moment donné, je m'abandonne tellement au film que je le vois même plus où on était. Puis, mais il y avait une logistique très, très précise pour savoir que, OK, mardi 11 novembre, on va être à tel endroit, à telle heure. Le soleil, encore une fois, ça revient à l'orientation du soleil, qu'il faut être à telle heure pour que quand les Harkonnen montent, que le soleil soit dans cette direction-là. Oh my God. C'était extraordinaire. D'ailleurs, on utilisait une technologie Unreal Engine qui est utilisée, je pense que c'est utilisé dans les jeux vidéo, où on faisait, ça nous permettait, c'est pas ça qui est à l'écran, mais qui nous permettait de préparer les tournages. Donc, on utilisait de la technologie pour, on rentrait le parcours du soleil, il y avait un scan de l'environnement où on allait tourner. Puis on mettait la caméra dans l'espace virtuel, puis on disait, OK, ça va donner quoi? Donc, c'était comme... Puis après, on pouvait dire, il faut... Puis c'est comme ça qu'on savait à quelle heure exactement il fallait tourner, parce qu'on l'avait fait en réalité virtuelle avant. Okay. Pour que quand on arrive, on se dise pas, le soleil n'est pas à la bonne place. Ça permet de prévoir. Exactement, vraiment très, très, très précisément. Ouais. Puis les scènes, il y a une armée de gens, c'est-tu des vraies personnes? Mais dans le sens des vrais acteurs. Une armée de vrais humains. Oui, de vrais humains. Merci. Oui, parfois. Puis il y a toujours une extension de ça. Donc, nous, le tournage où il y a eu le plus de personnes, je pense qu'il y avait 300 figurants. Wow. 300 personnes. Ouais. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Puis là, c'est parce qu'on aurait voulu en avoir plus, mais on n'avait pas plus que 300 costumes. Donc, à un moment donné, il y a même dans les personnages qui sont les figurants qui sont les plus près des personnages principaux portent les plus beaux costumes, mais plus tu vas en arrière, plus c'est des capes un peu, tu sais, c'est dans les mêmes teintes, mais c'est moins, moins raffiné peut-être. Ouais. Puis c'est juste que ça donne une impression de profondeur, mais même avec 300 personnes, il fallait encore une fois, donner plus de profondeur, notamment le moment où Paul Atreides arrive dans une grande assemblée. Ça, il y a une crowd replication, je connais seulement les termes en anglais, mais c'est ce qui fait en sorte on les filme, on prend un groupe de personnes, puis on fait une copie de ce groupe-là, puis on les transpose ailleurs. Donc, ce sont tous des vrais humains, sauf que tu as peut-être 12 fois la même personne dispersés dans la foule que tu vois à l'écran. Mais que tu remarqueras jamais parce qu'ils sont minuscules dans l'abondance. La profondeur. Puis là, tu mentionnais tantôt un peu comment que les enjeux sont tellement élevés avec comme chaque heure de tournage est planifiée à la seconde près chaque journée. Fait que c'est un niveau de planification exceptionnel. Mais est-ce que malgré ça, avez-vous affronté des imprévus?
on a affronté la COVID. Parce que c'était après les vaccins, mais il y a un jour où moi Le dernier tournage, ça. Oui, c'était à l'été 2022. Puis on avait encore, nous, on se faisait tester 3 fois par semaine parce qu'il fallait l'attraper dès que ça se manifestait. Il y a même des acteurs qui venaient de Londres qui contestaient avant qu'ils prennent l'avion. Puis 3 jours avant le tournage, on apprenait qu'ils ne pouvaient pas voyager parce que la personne avait le COVID. Donc, à la dernière minute, il fallait trouver quelqu'un d'autre pour incarner le personnage, ou on prenait quelqu'un qui avait déjà joué un rôle, qui restait plus longtemps pour jouer l'autre personnage. Donc, il y avait un peu un jeu de domino. Donc, on était un peu avec cet inconnu-là. Puis, il y a eu des circonstances où il y a un collègue qui peut pas travailler. Donc, là, tu mets ton tournage en suspens. Mais nous, en fait, c'était toujours d'essayer de maximiser. OK, on peut pas faire ça. On remplace tout de suite ce qu'on prévoyait tourner par autre chose pour pas perdre le temps, parce que c'est trop précieux d'avoir ces équipes-là qui viennent... on tournait à Budapest, mais il y a des équipes qui viennent de Londres, des États-Unis, donc c'est ça. Toujours en mode solution, trouver... Toujours, mais j'adore ça, c'est ça que j'aime. Ouais, gérer pas des problèmes, mais gérer des situations puis trouver des solutions. Ouais. C'est combien de jours de tournage, ce tournage-là? C'était 100... je pense que c'est 120, 115. OK, fait que c'est généralement autour du 100. Ouais, mais ça dépend. OK. Les films pour Dune, ça a été effectivement des longs tournages. C'est considéré comme des longs tournages. Ouais. Okay. Ouais. Mais c'est tellement satisfaisant. Puis, une autre de mes questions, j'ai comme tellement mille questions, mais vu que tu as passé d'être journaliste, ou est-ce que c'était comme, c'est très fast-paced, mais cet environnement-là aussi est très fast-paced, mais quand tu es en journalisme, de ma compréhension, c'est beaucoup des projets quotidiens, ou comme des projets à chaque semaine, puis tout ça. Là, c'est un immense projet qui prend des années à faire. Est-ce que il y a comme quelque chose par rapport au fait que c'est vraiment long? Est-ce que tu as le temps de t'emmerder, ou pas vraiment? Est-ce que tu as le temps de te dire, j'ai hâte de travailler sur autre chose parce que c'est tellement long, ou il y a comme... c'est juste tellement segmenté que it doesn't feel like one really big thing? Je pense que j'ai quitté le journalisme parce que je trouvais ça éphémère. Je courais, je dis toujours, quand j'étais journaliste, je courais des sprints. Mais quand je finissais ma journée de travail, j'avais fait mon reportage ou mon direct, le lendemain, tu recommences, puis t'as comme rien qui reste. Puis le fait de faire des films à si long terme, c'est que t'espères, c'est jamais garanti, mais qu'il va y avoir quelque chose qui va durer. Puis moi, c'est ça qui me plaît, c'est de dire, hey, si on fait quelque chose, on le fait vraiment pour la peine. Il y a un souci de raffinement, mais de porter attention aux détails, parce que s'il y a quelque chose que tu mets à l'écran, tu vas le voir pour le restant de ta vie. De laisser une trace. Ouais. Puis ça, pour moi, je trouve ça... j'ai adoré vivre sur l'adrénaline quand j'étais journaliste. Puis c'est un autre type d'adrénaline dans le monde du cinéma. Mais cette nécessité de s'investir aussi longtemps, pour moi, ça me comble vraiment en ce moment. Puis je veux dire, il y a toujours, comme à l'intérieur de ce long marathon, des petits échéanciers qui provoquent cette espèce de course contre la montre quand même. Il y a toujours ça. Puis est-ce que là, tu vas avoir le même rôle que tu as eu dans une 3 que dans une 2? Ton rôle change un peu? Ça change toujours un peu. C'est comme... c'est drôle parce que quand on a fait le premier film, c'était déjà une découverte. Puis c'était la première fois que j'étais productrice exécutive. Puis là, pour le deuxième, on m'a dit, t'es productrice, comme full productrice. Donc là, je suis wow, OK. Mais j'avais l'impression, je me disais, mais on a déjà fait Dune 1. Le deuxième film, ça va être on le sait déjà dans quoi on s'embarque. Puis je me suis rendu compte que c'est faux de penser qu'on a déjà fait quelque chose, que ça va être pareil. Ouais. C'est d'autres mondes, d'autres défis, autre temps. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Puis donc, je me dis, oui, ça va être la même chose, mais il va y avoir une autre dynamique. Il va y avoir d'autres membres de l'équipe qui vont se joindre à nous. Il va y avoir des nouveaux personnages. Donc, c'est pour ça que je ne m'assois pas sur mes lauriers en me disant, OK, j'ai comme, I've got this figured out. Comme, je sais qu'il va y avoir encore des défis auxquels je ne m'attends pas. Puis c'est ça qui rend le processus intéressant. C'est juste que l'avantage, c'est qu'on travaille avec les mêmes personnes, principalement les mêmes équipes. Puis ça, c'est rassurant. Quand tu sais avec qui tu vas travailler, tu es
à quoi t'attendre. Donc, Vraiment. Puis toutes les personnes avec qui vous aviez travaillé, c'était comme ça marchait bien, fait que vous retravaillez avec eux, dans le fond. ouais. Puis, mais est-ce que ça arrive parce que the stakes are so high, fait que est-ce que vous pouvez vous permettre de commencer à travailler avec quelqu'un, puis là, finalement, ça marche pas tant. Comme, qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Ça arrive-tu? Ben, ça arrive que par rapport aux disponibilités des gens, parce que comme il n'y a pas un cycle précis, donc des fois, on veut retravailler avec telle personne, mais c'est déjà, ou elle s'est déjà commis à un autre projet. Puis là, ben, il faut trouver quelqu'un d'autre. Mais je trouve que ça amène toujours quelque chose de nouveau, ça amène un nouveau regard, ça amène... Puis moi, je trouve ça quand même chouette d'avoir des nouvelles voix qui s'ajoutent à la création. Puis des fois, ça amène, c'est ça, un angle qu'on n'aurait peut-être pas vu autrement parce qu'on est bien dans une sécurité. Un vent de fraîcheur, des fois, ça fait bien. Puis là, à force de voyager beaucoup pour le travail, tu sais, est-ce que des fois, tu t'ennuies de je sais pas, je pense à la nourriture. Quand moi, je voyage, j'adore découvrir de la nouvelle nourriture. Puis après, je reviens à la maison, puis je me suis ennuyée de, tu sais, tel truc. Est-ce que des fois, tu t'ennuies un peu de la maison, peu importe c'est où pour toi? Ben, comme je travaille avec Denis et qu'on partage une vie ensemble, c'est peu importe où on est ensemble, on est chez nous. On trouve une façon de s'enraciner, de trouver nos habitudes. À Budapest, on a un endroit de poisson qu'on adore. Le Big Fish, c'est comme notre spot. Donc, on développe ces habitudes-là, ces routines. Puis ça devient notre quotidien. Mais cela dit, puis j'ai des amis qui se moquent un peu de moi pour ça, mais quand moi je reviens, j'ai tellement hâte de manger mon Saint-Hubert. C'est vrai? Bonne poutine. Tellement réconfortant. Ou il y a un tartare à l'huile de truffe que j'aime beaucoup à Montréal. Mais il y a ces moments-là où même si je reviens pour 48 heures, je vais essayer de manger toutes ces choses pour faire le plein. Puis ma sœur m'a déjà amené d'ailleurs un sachet de poudre de sauce de poutine puis des grains de fromage. Je sais pas si elle avait le droit. Tellement contente. Des grains de fromage dans la valise, c'est bon. Ça. Notre fromage quick. Oui. C'est fun. Donc, il y a des fois des membres de la famille qui viennent te voir. Oui. Au travail, c'est fun. Ouais, c'est chouette de pouvoir partager ça avec la famille. Puis le dernier film, en raison de la COVID, on ne pouvait pas avoir de visiteurs sur le plateau. Mais sinon, sur le premier film, ma mère m'en parle encore, est venue sur le plateau avec mon père. Puis ils sont venus un soir d'explosion. Donc, j'avais choisi un bon soir pour les impressionner. D'explosion? Ouais. Oh my God. Ça doit être intense. Ouais, ben il y a une scène dans le premier film où à un moment donné, il y a des palmiers en feu. Ouais. C'est pas des vrais palmiers, mais c'est des palmiers qui ont été construits à travers lesquels il y avait mis de la tuyauterie pour que le feu prenne et se maintienne parce que c'était des matériaux qui auraient brûlé comme ça, mais qui donnait l'impression qu'ils pouvaient brûler et qui nous permettait de rouler plus que pendant les 45 secondes que le premier coup de feu, pas de coup de feu, mais le premier moment où ça brûle. Puis j'étais là, mais c'est incroyable d'être là à ce moment-là. Ouais. Puis même, il y avait des acteurs ce soir-là qui travaillaient pas. Timothée Chalamet était pas dans cette scène. Puis il arrive, puis il dit, ouais, c'est ce soir qu'on brûle les palmiers. J'ai hâte de voir. C'est comme, c'est sûr que tu veux pas manquer ça. Ouais. Oh my God, c'est incroyable. Puis est-ce que il y a un... Parce que là maintenant que tu es dans le cinéma, est-ce que tu as comme un autre type de film ou un sujet de film sur lequel tu rêverais de travailler ou tu es un peu comme... Tu es juste tellement dans Dune en ce moment qu'après ça, on va voir... Ben, un peu des deux parce que c'est tellement prenant. Je sais que comme... Quand on embarque dans un film, c'est 2 ans de nos vies. Là. Les Dunes, il faut être toute là. C'est pas à moitié, je vais faire un truc. Non, tu le fais à fond. Mais c'est drôle, j'ai lu un livre québécois récemment. Puis j'ai fait, mon Dieu, il me semble que ça ferait un bon film. Donc, des fois, j'ai des élans comme ça où je me dis, je pourrais peut-être soutenir ce projet-là. Mais le rêve que j'ai, que je sais pas s'il va se réaliser, mais j'adorerais réaliser. Moi, j'ai fait de la danse, comme je vous disais tantôt, pendant longtemps. Mais de faire un film qui mélange, qui mêle la danse et l'action. Donc, un film d'action qui serait comme accessible à tout le monde. Puis là-dedans, j'insère un peu de danse, là, que le monde ne s'en rend pas trop compte. Mais de célébrer, parce que je me suis rendu compte en travaillant sur Dune 2, avec des cascadeurs,
que le travail d'action, c'est raconter une histoire à travers le mouvement. Puis là, j'ai fait OK. Puis mon regard de danse aidait dans le processus, parce que des fois, je me rendais compte un transfert de poids, de bouger la tête d'une certaine façon va communiquer quelque chose de complètement différent. Là, je me suis dit, donc action et danse. Je sais pas ça serait quoi. Wow. Mais c'est comme un peu le rêve que je sais pas encore. On verra. C'est le fun d'avoir ces tatous. Est-ce que tu as redansé depuis? Refait du ballet? C'est trop dur. Oui. Ouais. La technique, sens-tu que ça... Oui, puis je deviens frustrée contre moi-même là, parce que j'ai comme pas la même flexibilité. Mais ce que j'ai une obsession pour les vidéos sur les réseaux sociaux. Là. J'ai comme mon algorithme me connaît, là, donc je reçois comme des vidéos de danse, puis je suis là, Donc je vis ça un peu par procuration. Oui. Je fais, ce serait tellement le fun de pouvoir faire ça. Dancing with the Stars. Ouais. Ouais, puis tu vois des petites filles de comme 7 ans qui sont incroyablement bonnes. T'es comme, wow! Oui, c'est pas tant ce qui se fait maintenant. Mais je trouve ça inspirant parce que je me dis, est-ce que ce sont des. Puis est-ce que tu t'imaginerais travailler seule sur un projet comme ça éventuellement? Ou est-ce que comme tu penses toujours travailler un peu en duo avec Denis? Mais j'adore travailler avec Denis, puis on dirait que je m'imagine pas de film où on travaillerait pas ensemble. Mais lui sait aussi que j'ai des aspirations de travailler sur mes propres projets. Puis jusqu'à présent, moi, j'ai fait des documentaires, donc je faisais les films de Denis. Pendant que lui écrivait un film, je travaillais sur un documentaire. Puis à un moment donné, cette séquence-là a fait en sorte que j'étais crevée. Donc les 2 derniers, j'ai fait, je pense, je vais juste me reposer. J'ai besoin de me refaire des forces pour décider ça va être quoi le prochain projet. Donc pour répondre à ta question, oui, peut-être si l'opportunité se présente, mais c'est que Denis est comme un peu affamé de cinéma toujours. Donc, il n'y a pas beaucoup de temps mort dans la création. Mais moi, je pense que on va trouver les bons moments pour les projets. Parce que s'il y a un projet qui se présente, qui mélange danse et action... je vais m'organiser pour que ça. Là, maintenant que tu le dis, en plus, tu le manifestes dans l'univers, comme c'est sûr que ça va se concrétiser. Si ça se produit, on ressortira cet extrait de l'entrevue, puis on va dire c'est né ici maintenant. L'automne 2024, c'était dit. Fait que là-dessus, je pense qu'il y aurait une dernière question sur laquelle on pourrait conclure, qui serait si tu avais comme un apprentissage ou une leçon que tu aimerais comme partager à des jeunes femmes ou juste des personnes qui veulent se lancer en cinéma ou juste dans leur carrière, parce que ta carrière a touché tellement de volets variés, ce serait quoi? C'est une bonne question. Puis ça, je réponds, c'est une bonne question parce que j'ai besoin de Mais c'est une bonne question parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui se disent comment je fais? Ça me tente, comment je... Puis ce qui est intéressant, c'est que moi, j'étais pas du tout destinée à faire du cinéma. Je faisais de la danse parce que j'étais quelqu'un de timide, puis la danse, ça me permettait d'avoir une expression artistique sans parler. Puis, à un moment donné, je suis allée en journalisme parce que j'avais un besoin de raconter des histoires. Puis là, j'ai surmonté ma gêne. Et puis, je pense que je dis toujours, c'est d'aller vers où ça vibre. Puis quand je dis ça, c'est... Des fois, on tombe un peu dans sa tête, on essaie de forcer des portes qui s'ouvrent pas. Puis moi, je pense que c'est de suivre ce qu'on aime faire. Puis je vous donne l'exemple de quelqu'un qu'on a rencontré dans notre parcours de tournage qu'on a rencontré sur Dune 1, il vient de la Hongrie, puis à un moment donné, on revient à Montréal, puis moi, je regarde son Instagram, puis il commence à raconter des histoires de fiction dans ses stories. Puis là, je suis là, mais j'ai jamais vu ça, de la fiction en story. Puis on a fait le 2e film, puis j'ai proposé qu'ils se joignent à nous de nouveau, mais qu'ils fassent tout le contenu TikTok du film. Parce que je me suis dit, il y a une voix particulière, il y avait un sens de l'humour que je trouvais qui était distinctive. Puis maintenant, ce Tamash est maintenant en train de faire ses études à AFI, le American Film Institute à Los Angeles, pour parfaire ses études en réalisation. Que je me dis toujours, lui, il n'a pas fait ses vidéos de TikTok pour nécessairement dans cette optique-là, mais quand tu suis ta passion, quand tu fais ce qui te fait vibrer, puis que tu réussis à
à développer des relations avec des gens qui sont soit dans le milieu ou il y a une façon de te faire entendre puis de te faire voir, tu sais. Puis donc, moi, je pense que... Puis là, je veux pas que tout le monde commence à faire des vidéos de fiction TikTok ou Instagram, parce que je pense qu'il y a déjà beaucoup ça, mais je pense qu'il y a un appétit, que ce soit... peu importe le milieu, on a envie d'entendre des voix originales, on a envie de découvrir des talents. Puis je dis ça du point de vue d'une productrice. On a envie de s'associer avec des jeunes qui ont des idées. Donc, moi, je pense que c'est d'être authentique à soi, puis de travailler fort, là, mais d'aller vers où ça vibre. Où parce que des fois, on peut prendre des décisions par ego. Je pense que les décisions par ego, ça n'ouvre pas les bonnes portes. Ça peut mener soit au regret ou à la déception, parce que des fois, si on prend des décisions par ego, quand on arrive au but, on fait « Ah, finalement, ça n'a pas tant rempli mon besoin. » Donc, moi, je pense que c'est ça. Il faut y aller comme pour l'élan qui vient de plus profondément. Ça parle beaucoup, oui. Je trouve ça vrai intéressant parce que je trouve que c'est comme une des plus grosses dualités d'être capable de s'écouter au final. Moi, je trouve j'ai beaucoup de difficultés, j'ai l'impression, avec ça parce que on dirait qu'aussitôt que je reviens, surtout, mettons, à Montréal, je rentre dans ce rythme de vie, là, c'est comme effréné. C'est comme, il se passe, il y a tellement de brouhaha autour. Puis on dirait que des fois, je me rends compte que je passe comme beaucoup de temps ici, puis je me mets à vouloir des choses que finalement, je les veux peut-être pas tant que ça. Puis c'est fou parce qu'après ça, je peux comme, tu sais, partir d'ici, puis là, mettons, être dans le bus, puis là, je suis comme, je vis avec comme 2 chandails, puis deux jupes, puis je suis bien contente avec ça. Puis après ça, je reviens ici, puis là, j'ai envie de dépenser dans plein d'affaires. Tu sais, c'est comme, puis après ça, au final, je me rends compte que, tu sais, ces choses-là me rendaient pas nécessairement plus heureuse, mais on dirait, je suis comme, peut-être que c'est mon âge aussi, le fait que je suis encore, tu sais, relativement, je suis jeune, relativement jeune. T'es jeune. Qui fait en sorte que des fois, c'est ça, on dirait que j'ai de la misère à savoir ce que je veux réellement. Je pense que des fois, c'est prendre le temps de s'écouter. Il y a la partie s'écouter, puis il y a la partie de s'asseoir avec soi-même, prendre ce temps-là. Mais moi, j'ai comme des... moi, j'ai comme des critères... Des grilles d'analyse. Pas des critères, des grilles d'analyse. Mais comme par exemple, si je me fais offrir un contrat, je dis pas que c'est la bonne grille d'analyse, mais je vais vous partager, moi, ce qui m'a guidée jusqu'à présent. J'ai 3 critères. Puis il faut que je réponde oui à 2 de ces questions. Donc, il faut que ce soit en majorité. Est-ce que je vais faire de l'argent? Parce que ça, c'est important. Il faut gagner nos vies. Donc, 1. Mais des fois, ça peut être non, je ne ferai pas d'argent. Donc, les 2 autres sont, je dirais, plus importants que le premier. Est-ce que je vais travailler avec des gens que j'aime? Puis est-ce que je vais grandir ou apprendre? Puis des fois, il s'agit de travailler avec des gens qu'on aime puis, et qu'on va grandir, qui est plus important que l'argent qu'on va faire. Mais des fois, tu dis, OK, je grandirai pas, mais je vais travailler avec des gens que j'aime, puis je vais faire de l'argent. Ou des fois, mais il faut qu'il y ait au moins, parce que si tu le fais juste pour l'argent, puis que tu es avec des gens que tu n'apprécies pas, puis que tu n'as pas de croissance, c'est fort probable qu'à un moment donné, tu vas t'essouffler, puis que tu seras plus bien dans ta décision. Donc ça, c'est une grille d'analyse, je trouve, qui était... Tout comme si tu choisis quelque chose juste pour grandir, mais que tu es sous-payé, tu ne seras pas plus heureuse non plus. Oui, c'est ça, parce qu'il faut qu'il y ait une subsistance quand même. Oui, c'est ça. Oh. C'est de créer ta grille d'analyse, peut-être. C'est vraiment intéressant. Ouais. Je fais journal about that. Tu sais, décortiquer ce que je fais dans ma vie. Ouais. Puis l'autre, puis là, je sais pas, peut-être c'est trop, mais je vais d'un élan d'amour et de générosité. L'autre décision qui est l'autre grille d'analyse qui est plus récente, c'est si tu prends une décision 50% par ego, tu vas regretter cette décision-là. Ah ouais. Donc, des fois, si tu te fais offrir un projet sur un plateau d'argent, puis tu fais « Wow! Ça va être bon pour ma notoriété, ça va être bon pour... » Peu importe. Si c'est 50% basé sur, justement, essayer de se... Puis c'est pas basé sur quelque chose de fondamental, à un moment donné, tu vas faire « Oh, c'est lourd un peu. » Parce que la proportion qui reflète pas tes valeurs, dans le fond, va être plus lourde que... Donc, en tout cas, je vous laisse ça, puis après, vous me direz, vous me redonnerez des nouvelles à savoir si ça vous parle.
Ah, Merci de nous laisser sur ces belles leçons de vie, honnêtement. Ben, je sais pas, je suis encore en train d'apprendre. C'était vraiment un plaisir. On a vraiment passé un beau moment, honnêtement. Merci à vous. Beaucoup appris. Merci pour ta générosité quant à ta carrière, ta personne, vraiment. Merci. Puis t'as-tu comme un petit projet spécial à venir que les gens devraient rester à l'affût de? Ben, j'ai des projets, mais en ce moment, c'est embryonnaire, donc je suis comme, j'ai protège. On les protège. Mais OK. Ouais. Ben, sinon, là-dessus, allez voir Dune 2. Si ce n'est pas encore fait, vous êtes en retard. Ça fait un bout que c'est sorti. Sinon, restez patient pour Dune 3 parce que ça s'en vient dans quelques années. Ben, merci. Je suis vraiment contente d'avoir passé ce temps avec vous autres. Puis félicitations pour tout ce que vous faites aussi parce que je sais que vous aussi, vous travaillez fort. Puis que sûrement qu'on ne devine pas la moitié de ce que vous faites en coulisses de tout ça. C'est gentil. Ouais, Merci. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Bye!